Au nom de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais, au nom de notre association, reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire non cédé par la nation Mohawk. Souhaitons que les revendications à propos de ce territoire fassent l'objet d'un règlement avec cette nation. Chaque année, la Semaine du développement international est l'occasion de souligner la contribution des organismes de coopération et de solidarité internationale. Elle se déroule partout à travers le Québec et le Canada. Cette année, la COSI a choisi de se laisser inspirer par le rapport fort pertinent et interpellant publié par le Fonds des Nations unies pour les populations. Ce rapport a été publié à la fin d'octobre 2016. Il s'intitule « État de la population mondiale 2016, 10 ans, comment cet âge déterminant chez les filles conditionne notre avenir ». Pour la 3e année consécutive, l'outil principal que nous avons créé est une bande dessinée, Toutes les mêmes chances. Cette bande dessinée, elle a été créée par une BDiste québécoise de très grand talent, Mélanie Baillarger. Mélanie est ici, peut-être tu peux te lever, on peut l'applaudir. Alors, je sais que plusieurs personnes ont déjà pris leur bande dessinée. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Mélanie va être disponible après la conférence et elle pourra vous faire une dédicace. Ben oui, pourquoi pas? On a la chance d'avoir une production d'une belle grande qualité qui a été faite avec la collaboration des organismes membres de la COSI. Cette bande dessinée, elle présente 16 portraits de filles de 9 à 14 ans qui vivent dans 10 pays de 7 régions du monde. Il y a des fiches pédagogiques, elles sont sur la table quand vous allez sortir, qui accompagnent cette bande dessinée et tout ce matériel est disponible sur le web. Vous allez sur notre site à COSI et bien sûr, ces outils sont utiles bien après la Semaine du développement international. Tout au long de la semaine, depuis lundi, il y a des organismes de coopération et de solidarité qui ont réalisé des activités éducatives. Elles se sont déroulées un peu partout au Québec, particulièrement dans les écoles, avec la collaboration de professeurs que nous remercions chaleureusement pour leur collaboration. Ce soir, nous vous invitons à réfléchir aux grands enjeux qui devraient nous mobiliser dans les prochaines années afin de garantir à toutes les filles, ici comme partout dans le monde, le plein exercice de tous leurs droits. Et pour animer cette soirée qui promet d'être très intéressante parce que nous avons vraiment 2 conférencières de grand talent, dont une personne qui arrive de loin pour nous présenter le rapport à titre de directrice régionale du Fonds de l'ONU pour les populations, que notre animatrice va vous présenter plus en détail que moi. Donc, moi, je vais vous présenter notre animatrice pour la soirée. C'est Isabelle Marjorie Tremblay. Isabelle est productrice de contenu, animatrice, reporter, rédactrice et chroniqueuse pour plusieurs émissions de télé et sites web depuis 1999. Elle a également des expériences de solidarité internationale, au Mali notamment, et elle a travaillé au Bureau international des droits de l'enfant. Actuellement, elle anime une émission sur les cultures du monde et les histoires d'immigration à MaTV et produit plusieurs chroniques par mois sur les voyages à l'émission Marina Orsini à Radio-Canada. Alors, Isabelle, merci d'animer cette soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Alors, c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à mes premiers amours, la coopération internationale. Et une fois qu'on va sur le terrain, même si ça fait quand même quelques années, il y a des images, il y a des gens, des rencontres qu'on n'oublie jamais, n'est-ce pas, qui nous transforment. Alors, c'est sans hésitation que j'ai accepté de participer donc à cette soirée qui sera fort intéressante. Par ailleurs, j'ai une petite fille de 10 ans, moi aussi. Et je le constate à tous les jours à quel point c'est une période cruciale dans la vie d'un enfant, en particulier pour une fillette, en fait. C'est un tournant dans la vie d'une jeune fille. Il y a beaucoup de bouleversements physiques, psychologiques. Alors, ça m'a touchée encore plus, donc, d'être invitée à participer à cette soirée. Je veux juste vous rappeler donc que la conférence est diffusée sur Internet en direct. Alors, pour ceux qui sont en ligne en ce moment et qui nous suivent, vous pouvez poser des questions en ligne et on va s'assurer qu'elles soient posées durant la période d'échange qui va suivre la conférence. Et j'imagine que vous êtes nombreux à avoir des téléphones cellulaires. Alors, ne les rangez surtout pas. Alors, j'ai le droit de dire ça parce qu'on a envie que vous participiez avec tous vos réseaux. Donc, en ce moment, avec le mot-clic SD 2017, donc 2017. Donc, partagez vos impressions, ce qui vous touche, ce que vous apprenez. Il ne faut pas hésiter à le partager dans les médias sociaux. Alors, j'invite maintenant Mme Alana Armitage, qui est directrice régionale pour l'Europe orientale et l'Asie centrale du Fonds des Nations unies pour la population. Alors, depuis 25 ans, Mme Armitage fait la promotion de la santé, du développement et des droits humains et des femmes. Elle a rejoint le Fonds des Nations unies pour la population en 1992 et a travaillé en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Amérique latine. Avant son affectation actuelle, Mme Armitage a été directrice du bureau du Fonds des Nations unies pour la population à Genève pendant 7 ans. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les décideurs gouvernementaux, les parlementaires, les organisations non gouvernementales et les dirigeants de tous les secteurs pour défendre la santé des femmes et des filles. Elle a débuté sa carrière dans le monde des ONG avec des organismes communautaires de promotion de la santé et des droits des femmes. Elle est canadienne. Elle détient une maîtrise en développement international, un diplôme d'études supérieures en gestion des systèmes de santé. Elle est titulaire aussi d'un doctorat en anthropologie et en sociologie du développement, rien de moins. Alors, je vous invite à accueillir chaleureusement Mme Alana Armitage, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici à Montréal. Un grand honneur pour le Fonds des Nations unies pour la population d'être présente ce soir à l'occasion de la Semaine du développement international. Et je tiens vraiment à remercier chaleureusement Michel Asselin et LACOSI pour leur invitation. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le UNFPA, nous sommes une agence des Nations unies dont l'objectif est de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. Nous intervenons dans plus de 150 pays et territoires qui abritent la majeure partie de la population mondiale. En guise d'introduction, je voulais vous présenter quelques faits tirés du rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale, publié en 2016 et intitulé « 10 ans. Comment cet âge déterminant chez les filles conditionne notre avenir ». Pourquoi le rapport se focalise sur les filles âgées de 10 ans plutôt que les garçons du même âge, ou plutôt que les jeunes filles de 15 ans? Parce que le visage d'une jeune fille de 10 ans aujourd'hui est le visage du futur. Une petite fille qui avait 10 ans en 2015 en aura 25 quand nous aurons atteint les 17 objectifs du développement durable des Nations unies en 2030. L'agenda du développement durable des Nations unies 2030 vise à ne laisser personne de côté. Pourtant, chaque année, des millions de filles sont laissées de côté. Cela dès l'âge de 10 ans, quand commence l'adolescence et quand
surtout la puberté approche. Pour des millions de filles, l'arrivée de la puberté marque ainsi le début d'une vie entière de pauvreté, d'impuissance et d'opportunités manquées. À 10 ans, une fille peut se voir contrainte d'interrompre ses études et de consacrer toute son existence à avoir des enfants et à servir de servante à son mari. À 10 ans, elle peut devenir un bien, une marchandise qui se vend et qui s'achète. À 10 ans, elle peut se voir privée de toute voix au chapitre dans les décisions qui la concernent. À 10 ans, son avenir ne lui appartient plus. Ce sont d'autres qui décident pour elle. Il y a aujourd'hui 60 millions de filles de 10 ans qui sont à risque d'être ainsi laissées pour compte. Si les risques sont aussi nombreux pour les filles que pour les garçons, la discrimination par le genre et les inégalités sociales ne font que les aggraver pour les filles à presque tous les égards. Considérez les faits suivants. Chaque jour, on estime à environ 47 000 le nombre de filles qui risquent d'être contraintes de se marier. Beaucoup d'entre elles n'ont que 10 ans. Le mariage d'enfants aboutit souvent à la grossesse, et la grossesse précoce s'accompagne de risques pour la santé et d'interruption des études, facteurs qui limitent les perspectives d'emploi et d'autonomie des filles. 16 millions de filles entre l'âge de 6 et 11 ans n'iront jamais à l'école. C'est 2 fois plus que les garçons. Le HIV et le sida est la cause principale de mortalité parmi les adolescentes du monde. La deuxième cause est le suicide. Toutes les 10 minutes, une adolescente meurt à la suite de violences. Mais l'état de la population mondiale 2016 montre que si ces filles parviennent à l'âge adulte, étant instruites, en bonne santé et jouissant pleinement de leurs droits, elles ont la possibilité de tripler ce qu'elles gagneront sur toute une vie. Ces revenus supérieurs et leur productivité accrue peuvent contribuer au progrès des collectivités et des nations. Le rapport montre ainsi que notre avenir collectif dépend de l'appui que nous apporterons dès aujourd'hui aux filles de 10 ans alors qu'elles entreprennent le parcours qui les mènera de l'adolescence à l'âge adulte. Il explique pourquoi les familles, communautés, nos États et la communauté internationale doivent redoubler les efforts pour que ces 60 millions de filles ne soient pas laissées de côté et réalisent leur plein potentiel. En effet, avec le soutien de sa famille, de sa collectivité et de sa nation, et avec la pleine réalisation de ses droits, une fille de 10 ans peut s'épanouir et avoir l'avenir qu'elle désire et que nous lui souhaitons tous. Les programmes que l'UNFPA met en œuvre ont pour vocation d'accompagner les pays et les communautés sur ce chemin. Par exemple, nous soutenons des programmes pour l'élimination des mutilations génitales féminines et l'abolition des mariages d'enfants, pour n'en citer que 2. L'appui que nous apportons aux filles est fortement tributaire des contributions des gouvernements, tels que celui du Canada, du plaidoyer des organisations de solidarité internationale et de l'action de terrain réalisée par les ONG québécoises au Canada et à travers le monde. Non seulement le Canada a-t-il régulièrement et généreusement fourni des appuis financiers en faveur de programmes qui protègent la santé et la vie des femmes et des filles dans plus de 150 pays, mais il joue aussi un rôle directeur sur le plan international. C'est ainsi, par exemple, qu'en partenariat avec la Zambie, le Canada a émis une proposition de résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies sur les enfants, le mariage précoce et le mariage forcé, question qui occupe une place centrale dans le rapport sur l'état de la population mondiale de l'année 2016. Mesdames, Messieurs, en deuxième partie de nos discussions, je vous présenterai plus en détail les principales conclusions de notre rapport,
Mais encore une fois, je suis ravie d'être là. Je vous encourage à utiliser les données du rapport dans vos activités de plaidoyer pour informer les programmes que vous mettez en œuvre, afin qu'ensemble, nous pouvons donner toutes les mêmes chances pour que les filles du monde entier puissent réaliser leur plein potentiel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va revenir au Québec avec une conférencière de marque, encore une fois, Madame Annie Grégoire-Gauthier, qui est chercheure et co-rédactrice de l'AVI, intitulé « L'égalité entre les sexes en milieu scolaire », publié en décembre dernier au Conseil du statut de la femme. Elle est également détentrice d'une maîtrise en sociologie à l'Université Laval, où elle s'est spécialisée en études féministes. Son principal domaine de recherche est l'intégration professionnelle et l'entrepreneuriat des femmes immigrantes au Québec. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Annie Grégoire-Gauthier. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer à l'événement aujourd'hui. Merci aussi à Mme Armitage, à Isabelle pour l'introduction. Donc, en fait, moi, je vais venir vous présenter un avis qui vient d'être publié au Conseil du statut de la femme en décembre dernier, qui aborde la question des égalités entre les sexes en milieu scolaire. Donc, évidemment, quand on parle d'enjeux internationaux, l'accès à l'éducation, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est fondamental, mais il faut aussi réfléchir un peu au Québec, voir à quel point le milieu scolaire, c'est aussi un espace où s'apprend, se véhicule l'égalité entre les sexes aussi. Donc, ça avait déjà été un milieu qui avait été ciblé dès les années 70 par les féministes au Québec comme un espace de reproduction des inégalités de sexe et sur lequel il fallait se pencher. Donc, au-delà de la question de la réussite scolaire dont on discute abondamment dans les médias actuellement, on oublie souvent en fait que l'école, c'est un espace à travers lequel les enfants vont incorporer des normes, des systèmes de référence, des modèles de relations et des visions du monde qui, encore aujourd'hui, vont assurer la reproduction des inégalités sociales, dont celles fondées sur le genre. Donc, en d'autres termes, l'égalité entre les sexes en milieu scolaire ne se limite nullement à la diplomation selon le sexe, loin de là. Donc, il y a plusieurs inégalités de genre qu'on observe actuellement dans la société québécoise dont les racines peuvent se percevoir dans le milieu scolaire et dont le milieu scolaire peut être aussi un endroit où on peut agir contre celles-ci. Donc, par exemple, si on pense aux questions de diversification professionnelle, de représentation politique, sociale et médiatique, des enjeux autour de la violence à caractère sexuel et du harcèlement, de l'assignation des femmes aux tâches domestiques et familiales, des enjeux de violence et d'accès à l'emploi et au logement que peuvent vivre particulièrement les femmes racisées, autochtones, monoparentales ou à faible revenu, bien, c'est des enjeux qui peuvent être réfléchis dès la petite enfance. Et la présence des filles n'est pas suffisante, en fait, pour éliminer toutes ces inégalités. Alors, le rôle de l'école afin de faire en sorte que tous et toutes aient réellement les mêmes chances. Donc, dans les années 60, en fait, on avait instauré la mixité à l'école pour, justement, avec comme un des objectifs de réduire les inégalités entre les sexes. Donc, on se disait, si les garçons et les filles avaient accès à la même formation, à la même socialisation, ça serait possible alors pour les filles d'accéder aux mêmes espaces professionnels. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une persistance de certaines inégalités et il y a aussi de l'apparition de discours qui font craindre, en fait, des reculs afin d'assurer l'égalité en milieu scolaire. Donc, l'école a aussi un impact sur la décision professionnelle des garçons et des filles. En effet, les filles et les garçons au Québec continuent encore de s'orienter massivement vers des domaines professionnels occupés traditionnellement par leur sexe. Donc, les garçons sont toujours quasiment absents en éducation préscolaire et primaire, en sciences infirmières, en secrétariat, etc., alors que les femmes sont encore très rares dans des métiers de col bleu, des postes de cadre supérieur et le génie et l'informatique. Donc, il y a aussi un apprentissage de la distribution inégale entre les hommes et les femmes du travail parental et domestique dans l'espace privé, à travers l'apprentissage de comportements différents et notamment à travers la valorisation des comportements liés au care qui vont se développer très rapidement chez les petites filles, notamment à l'école. Il y a aussi la transmission des contenus pédagogiques qui banalisent et voire même qui occultent le rôle des femmes et des inégalités de sexe qui persistent et qui laissent croire en fait que l'égalité serait atteinte.
Donc, je vais vous présenter ici un avis qu'on a publié dernièrement, qui se déroule en 2 volets, en fait. Le premier volet, on a procédé à l'analyse de programmes et de manuels scolaires qui sont les plus susceptibles d'intégrer des savoirs féministes sur le genre, c'est-à-dire ceux d'histoire et d'éducation à la citoyenneté et d'éthique et culture religieuse. Ensuite, parallèlement, on a aussi élaboré un questionnaire qui était destiné au personnel enseignant, qui visait à mesurer la conception des différences entre les sexes, de l'égalité, du rôle de l'école aussi dans le changement social et leur degré d'ouverture à une action plus directe pour mettre en place une mixité véritablement égalitaire. Donc, on a questionné environ 400 profs au profil très varié qui est à peu près représentatif au corps enseignant au Québec actuellement. Et c'est donc à partir de ces résultats que je vais vous faire la présentation aujourd'hui. Premièrement, le premier volet, au niveau des contenus éducatifs formels, on peut dresser quelques constats. Premièrement, les manuels et programmes d'histoire continuent de proposer une trame générale qui s'organise autour des espaces et activités réalisés par les hommes uniquement. Donc, il y a vraiment une exclusion politique des femmes et une absence des inégalités de sexe. Par exemple, on va présenter le patriarcat chez les sociétés algonquiennes, mais sans jamais préciser qu'elle l'est beaucoup moins que d'autres sociétés européennes de la même époque. Une des avancées, par contre, on va parler du féminisme, donc les programmes, c'est rendu obligatoire dans les programmes. Par contre, ça va être toujours séparé de la trame principale. Donc, ça va être à la fin des manuels scolaires, dans des petits encadrés. Donc, c'est comme quelque chose de séparé au récit principal, de l'histoire principale. Et il y a aussi une tendance de présenter la situation contemporaine comme étant égalitaire. Donc, quand on va présenter les inégalités, c'est toujours démontré comme étant quelque chose de... Ça, c'est dans le passé, maintenant, on est rendu ailleurs. Et on va discuter des femmes aussi comme étant des objets de l'histoire et non pas comme des actrices ayant participé à l'histoire. Donc, juste par exemple, on va parler des filles du roi comme ayant passé des mains du roi aux mains des colons, mais rien sur leur rapport au développement économique de la colonie. On va aussi parler du droit de vote en 1940 qui aurait été accordé aux femmes par Adélard Godbout, mais sans jamais aborder toutes les luttes des femmes qui ont eu lieu avant ça pour y arriver. Et on va aussi nier complètement toute la contribution socio-économique des femmes. Donc, rien, par exemple, sur tout le travail des religieuses qui ont mis en place toutes les installations socio-sanitaires au Québec, donc les hôpitaux, les écoles, les prisons, etc., et dont les femmes se sont occupées principalement jusqu'à la Révolution tranquille. Dans les cours d'éthique et culture religieuse, on fait très peu référence aux inégalités sociales également, notamment celles de genre, et on laisse entendre, encore une fois, que l'égalité est un fait accompli au Québec. On va insister sur les chartes des droits et on va adopter une perspective qui est strictement individualisante. Donc, toutes les différentes formes de violence faites aux femmes vont être complètement ignorées et on va utiliser la notion de stéréotype, mais en comprenant pas, en fait, les effets différenciés que ceux-ci peuvent avoir sur différents groupes sociaux. Donc, par exemple, des manuels laissent entendre que les garçons vont être victimes de discrimination parce qu'en général, les filles sont considérées comme étant plus qualifiées pour s'occuper des jeunes enfants. Mais en fait, cette situation réelle, c'est le résultat de l'obligation faite aux femmes de s'occuper gratuitement des enfants et non d'une position de supériorité sociale. Donc, ce qu'on a réalisé avec ce premier volet-là, en fait, c'est que tous les contenus éducatifs formels offraient aux jeunes une représentation des inégalités de sexe qui était un peu, disons, inégale, on peut dire ça comme ça, et qui donnent des représentations des femmes qui sont très effacées aussi dans la trame historique générale. Ensuite, c'est bien beau les contenus officiels, mais aussi des apprentissages qui se font de manière un peu plus informelle et qui sont très, très importants aussi dans l'apprentissage de l'égalité à l'école. On peut parler ici de la notion de socialisation de genre. En fait, la socialisation en général, c'est l'apprentissage de rôles sociaux, de normes, de valeurs qui sont intériorisés à travers nos relations quotidiennes, etc. Et ça participe aussi à la reproduction des inégalités de sexe à travers ce qu'on appelle la socialisation de genre, et dont l'école est un des principaux piliers avec la famille et la culture. Donc, avec la socialisation de genre, les garçons et les filles vont apprendre rapidement c'est quoi qui est censé être un petit garçon ou une petite fille. Donc, les manières de bouger, de se tenir, de parler, d'interagir avec les autres, mais aussi à nos horizons possibles, nos préférences, les émotions qui sont acceptables ou pas pour les garçons et les filles, et même à nos horizons de vie qui sont possibles ou non. Et c'est aussi un apprentissage de tout le système inégalitaire qui va lier le féminin et le masculin. Donc, la socialisation, c'est quelque chose qui se fait de manière verticale, c'est-à-dire entre les adultes et les jeunes, mais aussi de manière horizontale entre les jeunes entre eux.
Et cette socialisation, évidemment, c'est quelque chose qui s'opère de manière inconsciente. Et nous, en fait, ce qu'on a tenté de voir dans le deuxième volet, c'est de quelle manière les représentations et les pratiques des profs peuvent participer à cette socialisation de genre. Donc, dans une deuxième partie, à travers le questionnaire qu'on a envoyé à environ 400 profs au Québec, on a voulu connaître, comme je vous disais, les représentations du corps enseignant pour voir d'abord s'ils ont des attentes différentes entre les garçons et les filles. Les résultats, les profs s'attendent généralement à un meilleur résultat des filles en français et des gars en maths. C'est quelque chose qui s'observe effectivement en français, mais pas en mathématiques. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'en français, ces attentes-là sont observables et sont fondées sur ce qui est observable réellement. Par exemple, en mathématiques, c'est plutôt des croyances qui sont fondées sur des stéréotypes, des attentes. Donc, en fait, ça active ce qu'on appelle la menace du stéréotype, qui a été démontrée à travers plusieurs recherches, comme quoi, en fait, lorsque les filles se font répéter qu'elles sont moins performantes en mathématiques, leurs résultats vont réellement être inférieurs à ce qu'ils auraient été sans toute cette pression du stéréotype. Également, ce qui ressort beaucoup et qu'on peut soulever et qui soulève quelques inquiétudes, c'est la manière dont les profs vont expliquer ces différences qui sont perçues. Donc, généralement, ça se fait à travers un registre biologique. Donc, par exemple, les cerveaux des garçons sont différents de ceux des filles, ou la testostérone des garçons fait en sorte qu'ils sont meilleurs dans certaines matières, etc. Donc, c'est toujours des explications sur la biologie du garçon qui serait différente de celle des filles et qui expliquerait des différences dans les résultats à l'école. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça encourage, ça nie tout le processus de socialisation qui existe et qui n'est pas tellement, réfléchi comme ça par les enseignants, là. Ensuite, il y a les recherches démontrent que les pratiques des profs vont varier beaucoup en fonction du sexe. Donc, par exemple, les garçons vont recevoir plus d'encouragement, plus de critiques, plus de temps de parole, d'écoute, et les profs vont être plus enclins à les interroger, à les mettre à profit dans la classe. Donc, ce que ça fait, c'est que ça favorise la construction de leur confiance en soi et leur aisance à s'exprimer en public. Pour ce qui est des filles, elles sont plus invisibles ou elles vont être sollicitées quand vient le temps d'aider les élèves en difficulté, ce qui va renforcer leur rôle de prise en charge et du bien-être des autres. Par rapport à l'évaluation, les filles vont être surtout évaluées par rapport à la forme, donc belle écriture, travail soigné, alors que les garçons vont être plus évalués au niveau du contenu, donc leur créativité, leur intelligence, leur maîtrise des concepts. C'est important l'évaluation parce que ça participe à la construction de l'estime de soi, de ses capacités et de ses forces, donc, et encore une fois, de nos horizons possibles. Malgré tout ça, les enseignants, ce qu'on a vu à travers notre étude, c'est qu'il y a vraiment une croyance d'agir de manière neutre qui serait adaptée à des individus isolés. Donc, il n'y a pas vraiment de perspective plus large de groupes, de catégories dans la classe qui pourraient vivre des situations inégales. Et finalement aussi, dans les discours des profs interrogés, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est ressorti, c'est cette idée de complémentarité des rôles, en fait. Donc, les femmes seraient perçues à l'école, les enseignantes, comme ayant une manière féminine d'enseigner, comparativement aux hommes qui auraient une manière plus masculine d'enseigner. Et ce que ça fait, ça crée une nouvelle division du travail dans le milieu scolaire. Donc, les hommes vont davantage être sollicités pour des activités traditionnellement masculines et techniques et pour l'exercice de l'autorité avec les jeunes, alors que les femmes enseignantes vont surtout être sollicitées pour ce qui touche à l'intimité des enfants, les contacts affectifs et physiques et les apprentissages sociaux et relationnels. Donc, encore une fois, ça envoie un modèle de division sexuée aux enfants déjà dès la petite enfance. En même temps qu'ils ont une conception naturalisée des besoins des garçons et des filles, les profs interrogés ont aussi un idéal professionnel de neutralité et d'individualisation des approches enseignantes. Donc, quelque chose qui est très, très valorisé en ce moment à travers la formation des maîtres et qui va nuire à une conception plus sociologique des inégalités. Donc, ils ont vraiment l'impression d'agir sur des individus isolés, encore une fois. Donc, le rôle de l'école dans le maintien ou la lutte contre les inégalités sociales est très minimisé. Et encore une fois, l'idée que l'égalité est atteinte, ça ressort partout. C'est pas perçu comme étant un enjeu d'importance à l'école. On peut aussi voir ici qu'il y a environ la moitié de nos répondants qui estiment que les hommes n'occupent pas aujourd'hui une position dominante dans la société québécoise. Et c'est une croyance qui est encore plus forte chez les plus jeunes générations de profs. Donc, on peut croire que c'est une tendance qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années.
Il y a aussi quelque chose qui nous a surpris dans l'analyse des résultats, c'est la préoccupation centrale du personnel enseignant autour de la situation des garçons, qui est soutenue par des discours qui sont très naturalistes. Donc, évidemment, l'objectif ici, ce n'est pas de remettre en cause l'importance de la réussite de tous les élèves, y compris des garçons, mais c'est surtout, en fait, de voir comment la manière d'envisager cette situation par les profs peut avoir des effets ensuite dans le milieu scolaire. Donc, c'est plus ça qui nous a intéressés. Donc, effectivement, dans les années 90, il y a eu l'émergence d'un discours qui rendait les femmes et les féministes responsables de l'échec scolaire des garçons dans les médias de masse. Et il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, dans notre sondage, qui nous ont affirmé que l'école serait désormais rendue sexiste envers les garçons. Donc, un genre de sexisme renversé. Et il y aurait deux grands ensembles d'explications à ce phénomène. Le premier, ce serait la surféminisation du système scolaire. Donc, le fait qu'il y aurait plus d'enseignantes que d'enseignants à l'école favoriserait les filles. D'abord, c'est important de se rappeler que l'enseignement primaire, c'est majoritairement féminin depuis le milieu du 19e siècle, avant même que les garçons aient été identifiés comme ayant des difficultés scolaires. Ensuite, selon ces discours, les filles et les garçons auraient biologiquement des manières différentes d'apprendre, encore une fois, et que les femmes auraient une manière féminine d'enseigner qui défavoriserait les garçons. Donc, le message implicite derrière ça, c'est que les femmes seraient responsables des problèmes des garçons. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a observé. En fait, les femmes de notre étude remettent davantage en question leur propre enseignement et leur méthode pédagogique et culpabilisent beaucoup sur leur propre responsabilité dans la réussite scolaire et la reproduction des inégalités, comparativement aux hommes qui voient plutôt le sexisme à l'école dans ce qui est hors de leur contrôle. Donc, le matériel scolaire, le programme et même le nombre de femmes enseignantes. D'ailleurs, juste pour rappeler qu'il y a plusieurs études à travers le monde qui se sont penchées sur cette question-là et on n'a jamais pu démontrer de lien entre le sexe de l'enseignant et la réussite scolaire des jeunes. Donc, c'est pas fondé par la majorité par toutes les études qui ont essayé de trouver un lien entre ça. Et une des conséquences de ça aussi, c'est que les hommes vont être très valorisés en milieu scolaire. Ils sont vus comme étant les sauveurs des garçons et d'ailleurs se trouvent des emplois beaucoup plus facilement que les femmes. Ensuite, un autre ensemble d'explications, c'est le fait que l'école serait inadaptée aux besoins naturels des garçons. Donc, les garçons et les filles sont vus comme ayant des besoins différents, les garçons comme étant plus actifs, dynamiques, et les filles plus calmes et plus appliquées. Il y a d'ailleurs 84% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire qui croient que les garçons ont plus besoin de bouger que les filles. Et il y a la moitié des enseignantes des enseignants et le quart des enseignantes qui croient que les garçons ne peuvent plus être de vrais petits garçons aujourd'hui, ce qui démontre qu'il y a quand même une adhésion importante à ce discours-là. Et donc, encore une fois, ça s'inscrit tout ça dans un registre biologique, mais c'est important de rappeler que les garçons et les filles, ce n'est pas des groupes qui sont homogènes, loin de là. Donc, autant il y a des filles qui s'intéressent beaucoup au sport, autant il y a plein de petits garçons qui n'ont aucune affinité avec la pratique sportive, c'est important de le rappeler. Et c'est des croyances qui participent à reproduire des stéréotypes de sexe et à stigmatiser ceux qui ne s'inscrivent pas dans ce registre-là. Et finalement aussi, c'est important de recadrer tout ce discours-là sur la réussite scolaire dans son contexte. Donc, en fait, c'est beaucoup plus un enjeu de classe sociale que de sexe. C'est les garçons des classes populaires seulement qui ont plus de difficultés à l'école, alors qu'en milieu aisé, il n'y a pratiquement aucune différence. Et il faut aussi voir que la pénalité économique associée au décrochage est beaucoup plus grande pour les filles. Donc, concrètement, ceux qui n'obtiennent pas de diplôme d'études secondaires, les filles qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires vont être beaucoup moins nombreuses sur le marché du travail et vont être confinées dans des secteurs où les salaires sont très faibles et ayant pratiquement aucune mobilité professionnelle. Donc, c'est important aussi de recadrer puis de démontrer que l'impact n'est pas le même. Il faut sortir un petit peu dans ce débat-là. Et aussi, les données démontrent que les performances scolaires des garçons comme des filles sont en constante amélioration. Donc, on est loin de la catastrophe ici. Les garçons québécois ont d'ailleurs un taux d'obtention du diplôme secondaire de 80 %, comparativement à 76 % pour la moyenne des pays de l'OCDE. Et en fait, il faut rappeler que les filles québécoises c'est les filles québécoises qui sont particulièrement performantes. Et on a vu que cette tendance à s'accrocher au banc d'école, c'est une stratégie, en fait, une manière de contourner les inégalités qu'elles vont vivre plus tard sur le marché du travail. Mais en fait, une des conséquences qu'on a pu observer dans notre étude de l'adhésion à ce discours-là, c'est que les enseignantes vont voir dans un retour à la non-mixité comme une manière de venir répondre à ces besoins-là des garçons.
Donc, en fait, il y a beaucoup de profs qui vont mentionner utiliser des méthodes pédagogiques distinctes dans leur classe pour les garçons et pour les filles. Donc, par exemple, on voit ici une prof de français qui fait lire des livres de garçons et des livres de filles à ses élèves. Mais encore une fois, c'est important de rappeler que les garçons et les filles, c'est pas des groupes homogènes. Et ça fait juste raviver, en fait, des stéréotypes de ce qui est censé aimer lire un garçon ou aimer lire une fille. Et voilà. Donc, c'est ça. Et il y a plusieurs profs aussi de notre étude qui croient qu'on devrait revenir à des classes complètement mixtes. Il y a d'ailleurs eu plusieurs initiatives depuis le début des années 2000 dans ce sens-là. Il y a eu un projet pilote en Gaspésie au milieu des années 2000 qui a été abandonné faute de résultats concluants. Et on peut voir aussi l'apparition de plusieurs programmes spéciaux actuellement, par exemple des programmes sportifs où les garçons sont la majorité des inscrits, qui sont une manière détournée aussi de ramener une forme de non-mixité à l'école. Or, ce que les recherches démontrent, c'est que la non-mixité, c'est nuisible. Ça valorise une forme rigide de la masculinité qui n'aide pas la performance scolaire et qui nuit aussi à la construction identitaire des garçons. On voit, par exemple, une augmentation de comportements homophobes ou aussi une gestion plus autoritaire des problèmes comportementaux lorsqu'on ramène la non-mixité. En fait, nous, ce qu'on croit, Conseil du statut de la femme, ça serait que l'école aurait davantage à offrir un espace de transgression de genre qui serait organisé, en fait, qui permettrait aux jeunes de développer des habiletés, des attitudes qui sont moins susceptibles de développer selon leur sexe. Donc, notre étude nous démontre qu'il y a plusieurs professeurs qui adhèrent à la proposition de réintroduire des cours ou des espaces qui permettraient la transgression de genre chez les jeunes, par exemple des habiletés de care pour les garçons et des habiletés plus techniques et manuelles pour les filles. Finalement, il y a une autre dimension de la socialisation qui est souvent négligée, et entre autres par le personnel enseignant, c'est la socialisation des enfants entre eux. Donc, le rôle des relations entre enfants dans l'incorporation des normes de genre, de classe et ainsi de suite, c'est majeur. Pour ce qui relève du genre, dès l'entrée à l'école primaire, les jeunes vont s'organiser majoritairement en groupes non mixtes dans leur temps hors classe, où les attitudes non conformes de genre vont rapidement être sanctionnées. Donc, c'est beaucoup dans ce type d'interaction que les enfants vont consolider leur vision réductrice de ce qu'ils ou elles veulent faire, comme filles ou comme garçons. Par exemple, les garçons, si on pense à la cour d'école, les garçons vont rapidement apprendre les sports collectifs, vont utiliser plus les espaces communs dans leur jeu et vont se construire un univers symbolique de personnages forts, actifs, créatifs et même violents. Les filles, elles, vont plus se préoccuper d'esthétique, vont pratiquer des sports qui sont plus individuels, vont utiliser des espaces plus restreints et un univers symbolique qui va être organisé autour du langage plus que de l'action et de personnages réalistes pour qui l'amour et les relations sont importantes. Donc, l'apprentissage entre pairs, c'est aussi un espace important d'apprentissage de relations affectives, d'identité sexuelle et même de comportements homophobes lorsqu'un jeune ne se conforme pas aux comportements qui sont valorisés pour son sexe. Et ces moments-là, en fait, sont très peu encadrés actuellement et ça prend beaucoup de place, en fait, dans une journée pour un jeune. Et nous, on croit aussi que c'est un espace qui pourrait être intéressant à investir pour devenir un espace de socialisation qui serait égalitaire et d'encouragement à s'initier à des activités et des sports qui sont généralement associés à l'autre sexe. Je vais terminer, en fait, avec quelques recommandations avec lesquelles on termine la vie. Nous, ce qu'on croit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qui pourraient être mises en place en milieu scolaire pour faire de l'école un réel espace d'apprentissage à l'égalité. Premièrement, réviser les programmes d'histoire afin d'intégrer de manière transversale les femmes. Ensuite, s'assurer que le personnel scolaire a une meilleure compréhension des inégalités sociales en général et plus particulièrement du rôle de l'école et de leur rôle à jouer dans la déconstruction de celle-ci. Ensuite, s'assurer que les projets qui sont mis en place dans les écoles, particulièrement ceux qui visent à contrer le phénomène du décrochage scolaire, ne soient pas une manière détournée de ramener la non-mixité à l'école et donc de raviver des stéréotypes de sexe. Ensuite, faire la promotion de la transgression de genre chez les jeunes, c'est-à-dire d'inciter à des activités, pratiques et champs d'intérêt qui sont normalement attribués à l'autre sexe. Ces activités pourraient d'ailleurs être mises en place dans des périodes hors classe, notamment dans les services de garde et pendant les activités parascolaires, qui sont, comme on l'a dit, très peu encadrées en ce moment à ce niveau-là. Donc, c'est un gros avis. C'est difficile de rentrer en 20 minutes pour tout dire. Il y en aurait long à dire. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, l'avis est disponible en ligne. On a aussi, s'il y a des gens dans la salle qui sont dans le milieu de l'enseignement, dans le fond, il y a un questionnaire en ligne qui a été créé
pour avoir un regard réflexif, en fait, sur ses propres pratiques, puis réussir à peut-être voir si nous-mêmes, de manière inconsciente, on pourrait peut-être participer à reconduire certains stéréotypes ou certaines inégalités à travers notre enseignement. Donc, j'ai aussi quelques copies en papier de l'avis, si jamais il y a des gens qui veulent venir me voir à la fin, ça va me faire plaisir. Donc, voilà, ça fait pas mal de tour. Merci. Est-ce que je débarque de la scène? OK, c'est bon. Alors, prenez le temps de noter vos questions si vous en avez. Je sens que ça va susciter l'intérêt, que tout le monde était très attentif. Alors, notez vos questions si vous en avez. Il y a une période de discussion, donc suite à la prochaine conférence. Alors, maintenant, nous allons revenir avec Mme Armitage. Donc, je vous rappelle en fait que le rapport dont il était question se nomme « L'état de la population mondiale 2016, 10 ans, comment cet âge déterminant chez les filles conditionne notre avenir ». Alors, Mme Armitage va venir nous en parler davantage avec un petit peu plus de détails. Merci. Rebonsoir. Cette fois-ci un peu plus informel, j'espère. D'abord, je voulais féliciter Annie pour cette excellente présentation, vraiment très impressionnante. Et tout à l'heure, on parlait un peu de voir quels sont les liens entre les deux présentations. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de ça plus tard. Mais on voit clairement que l'inégalité des sexes, au moins, il y a toujours des pas à faire et c'est universel. Donc ça, on va rentrer plus en détail maintenant, plus à niveau global, mondial maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, je souhaite vous présenter plus de détails qui sont dans notre rapport 2016 sur l'état de la population mondiale. Alors, imaginez tout d'abord, il est minuit, un mariage secret est sur le point d'être célébré dans un village agricole situé en zone aride. La mariée commence à se préparer. Elle s'accroupit dans la poussière au milieu d'un cercle de villageoises qui tiennent une toile en guise de rideau pour la dérober au regard et qui lui versent sur la tête de l'eau savonneuse contenue dans une bassine en métal. Le marié, lui, a pris la route depuis son village. Éloigné de plusieurs kilomètres, il est attendu sous peu. La mariée est âgée de 10 ans. Chaque jour, comme je disais tout à l'heure, on estime à environ 47 000 le nombre de filles qui risquent d'être contraintes de se marier, comme vous voyez dans la photo. Beaucoup d'entre elles n'ont que 10 ans. Quand une fille atteint l'âge de 10 ans, c'est tout son monde qui change. Et ce que ce monde sera quand elle aura 25 ans dépend de notre volonté de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éveiller son potentiel dès aujourd'hui. Le rapport du Fonds des Nations Unies pour la population démontre qu'aucun des objectifs de développement durable, les ODD, ne pourra être atteint, même partiellement, si des vastes segments de l'humanité ne sont pas en mesure d'exercer leurs droits et de réaliser pleinement leur potentiel. Que savons-nous au sujet de la fille de 10 ans? Avant tout, nous savons qu'il y a environ 60 millions de filles de 10 ans. Nous savons également que 9 sur 10 d'entre elles vivent dans les pays en développement. L'Asie et le Pacifique est la région avec le plus grand nombre, à peu près la moitié du monde entier, en grande partie parce que c'est la région qui inclut l'Inde et la Chine, les pays les plus peuplés du monde. Un des faits les plus marquants à propos de cette cohorte ou ce groupe est que plus de la moitié d'entre elles vivent dans les pays présentant des niveaux élevés d'inégalité entre les sexes. Cela veut dire qu'environ 35 millions de filles entrent dans l'adolescence avec un désavantage fondamental et feront face à de multiples obstacles dans leur cheminement vers l'âge adulte. Le rapport établit un certain nombre d'autres corrélations.
Par exemple, les taux de travail des enfants sont plus élevés dans les pays qui présentent de fortes proportions d'enfants âgés de 10 ans au sein de leur population. 10% des filles âgées de 5 à 14 ans accomplissent plus de 28 heures de travaux ménagers par semaine, soit 2 fois plus que les garçons. 3 filles sur 4 ne sont pas rémunérées. Les pays présentant un grand nombre d'enfants âgés de 10 ans sont plus susceptibles d'être pauvres. Cela suggère qu'un grand nombre de filles âgées de 10 ans se trouvent dans des pays où les ressources pour les investissements dans l'éducation et dans la santé sont limitées. Maintenant, quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin vers l'âge adulte? Il y en a plusieurs. Des entraves à la santé et au bien-être comme le VIH, les rapports sexuels forcés, un faible usage de contraceptifs et de grossesse précoce. En ce qui concerne la violence physique, violence sexuelle, pratiques dangereuses, violence pendant les conflits et les catastrophes. Un accès limité à l'éducation avec des filles qui ne vont pas à l'école, une inégalité de genre au milieu scolaire, des obstacles économiques avec une participation réduite dans le marché du travail et parfois un contrôle des hommes par les hommes des gains réalisés. Une protection inégale des droits humains, avec en particulier un accès limité à une protection juridique. Tout le monde n'a pas bénéficié de la même manière des efforts déployés pour développer les capacités des garçons et des filles. Au bas de l'échelle, 40% des filles n'ont pas accès aux investissements provenant des activités de développement mondial. Les investissements futurs doivent être réexaminés afin d'atteindre toutes les filles, y compris les plus pauvres. Notre rapport vise aussi à démontrer combien les investissements dans la santé et l'éducation des filles, qui ont 10 ans aujourd'hui, peuvent alimenter la croissance économique et stimuler le bien-être général des nations. Lorsque les filles ont la possibilité d'atteindre leur plein potentiel en tant qu'individus, leur pays en bénéficie énormément. À l'inverse, les pays qui ne viennent pas en assistance à leurs filles peuvent connaître une stagnation économique. Et je pense que c'est une des choses peut-être plus intéressantes du rapport. En fait, c'est vraiment de faire le lien entre les investissements dans les pays de 10 ans et puis ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc, c'est un concept un peu compliqué d'expliquer, que je vais faire mon mieux en français en plus. Je demande votre patience pour que je puisse expliquer un peu ce terme que nous utilisons. C'est un mécanisme qui s'appelle le dividende démographique pour explorer en fait le lien entre l'éducation et le bien-être des filles d'un côté et la croissance économique de leur pays de l'autre. Comme indiqué dans le graphe, le dividende démographique est le gain économique dont un pays peut éventuellement bénéficier quand la population active est relativement plus nombreuse que les personnes à sa charge. Donc, investir dans les filles de 10 ans, en particulier dans leur éducation et leur éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, peut contribuer à générer un dividende démographique par plusieurs biais. Les filles mieux instruites sont davantage susceptibles de travailler et gagnent plus d'argent quand elles travaillent. Les filles qui restent à l'école pendant leur adolescence sont également plus susceptibles de se marier plus tard, d'avoir moins d'enfants et d'avoir plus de contrôle sur leur fécondité. Et les filles qui ont bénéficié d'une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive sont également plus susceptibles d'avoir moins d'enfants. Ces facteurs sont tous des ingrédients à la fois pour une meilleure qualité de vie pour ces filles et, si elles deviennent mères, leurs futurs enfants.
Ils sont également des éléments essentiels dans la réalisation d'un dividende démographique. Et aujourd'hui, les filles de 10 ans représentent une ressource inégalée pour la croissance économique et le développement. Dans le rapport, il y a un exemple particulièrement parlant du dividende démographique en action. C'est la comparaison entre l'Asie de l'Est et le Pacifique d'une part et l'Afrique subsaharienne à la fin du XXe siècle. En 1975, l'Afrique subsaharienne avait un PIB par habitant supérieur à celui de l'Asie de l'Est, mais grâce aux investissements dans la santé et l'éducation des jeunes, les taux de fertilité en Asie ont chuté. La proportion des individus en âge de travailler a augmenté. Le résultat, c'est qu'en 2010, le PIB par habitant en Asie de l'Est représentait le triple de celui en Afrique subsaharienne. Il y a aussi un des exemples parlants dans le rapport qui est l'hypothèse relative aux perspectives d'une fille de 10 ans qui s'appelle Gayatri. Et vous pouvez voir dans le graphe que nous avons imaginé 2 trajectoires différentes pour cette petite fille. Dans un scénario, la petite fille reçoit une aide financière par le biais des transferts monétaires et des bourses qui lui permet de compléter son éducation secondaire et de bénéficier d'une éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Dans ce scénario, elle se marie plus tard, a moins d'enfants, gagne un salaire plus élevé qui augmente régulièrement et reste plus longtemps sur le marché du travail. Dans le second scénario, elle ne bénéficie pas de l'aide financière et quitte l'école à la fin du primaire, elle se marie plus tôt, a plus d'enfants, gagne un salaire moins élevé avec peu de perspectives d'augmentation et passe moins de temps sur le marché du travail. En outre, sa santé risque d'être mise en danger par une grossesse précoce et un nombre plus élevé de grossesses. Nous avons appliqué ces hypothèses aux informations dont nous disposons sur les salaires dans les pays à revenus faibles et intermédiaires pour voir comment ces 2 trajectoires peuvent se traduire sur les 15 prochaines années en termes de salaire pour les filles de 10 ans. Par exemple, avec l'investissement en matière d'éducation nécessaire pour lui permettre de compléter son éducation secondaire, une fille au Mexique, en Sierra Leone ou au Vietnam pourrait gagner environ $10 000 supplémentaires au moment où elle atteint ses 25 ans. En Algérie, Guatemala ou au Maroc, cette différence pourrait s'élever à $20 000. Au cours d'une vie, ce revenu supplémentaire peut signifier une plus grande sécurité financière et plus grand pouvoir de négociation, l'accès à des meilleurs services de santé et d'éducation pour ses enfants, et devenue adulte, elle est un modèle pour les générations futures. Maintenant, c'est pourquoi il est urgent que tous les pays investissent dans les politiques et programmes qui soutiennent les filles pour éveiller son potentiel. Alors, quels sont les investissements prioritaires pour construire un monde meilleur pour la jeune fille de 10 ans et un avenir meilleur pour nous tous? Nous avons identifié 10 mesures essentielles. D'abord, mettre en œuvre les lois. 1. Établir et défendre l'égalité juridique grâce à des pratiques judiciaires cohérentes. Et 2. Interdire toutes les pratiques néfastes à l'égard des filles et fixer l'âge minimum au mariage à 18 ans. En matière de services, il faut 3. Offrir une éducation de grande qualité dans les écoles sûres qui proposent des programmes scolaires, un enseignement et des activités extrascolaires qui respectent pleinement l'égalité des sexes. 4. Dans le cadre des efforts visant une couverture de santé universelle, mettre en place un bilan de santé mentale et physique pour toutes les filles de 10 ans.
Et 5, offrir une éducation complète à la sexualité qui soit universelle dès le début de la puberté. En matière de politique, il faut instaurer un mécanisme visant l'inclusion qui soit systématique et rigoureux. 7, il faut évaluer et combler le manque d'investissement en faveur des jeunes adolescentes. Et 8, mobiliser de nouveaux fonds destinés à la santé mentale, à la protection et à la réduction du travail domestique non rémunéré qui limite les opportunités des filles. 9, améliorer la qualité des données à notre disposition pour mieux évaluer les progrès réalisés en faveur des filles, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Et finalement, 10, engager les filles, les garçons, leurs familles et communautés à remettre en question et à changer les normes discriminatoires liées au genre. Je pense qu'on vient d'écouter quelque chose qui est très lié à ce slide. Donc, pour conclure, 3 messages principaux. 1, que notre avenir a le visage d'une fille de 10 ans, que le futur d'une fille de 10 ans peut s'assombrir très vite, mais si nous construisons un avenir meilleur pour cette fille, nous allons construire un avenir meilleur pour nous tous. Alors, merci beaucoup. Et merci. Je sors ou j'attends? Merci beaucoup. On va inviter Annie à prendre place pour la séance de questions. Merci, c'était très, très, très intéressant. Alors, on a la chance d'avoir du temps pour la discussion, pour l'échange, pour les questions. Donc, en fait, on va y aller de cette façon. On va récolter 2-3 questions à la fois. Et ensuite, les invités vont répondre aux questions de leur choix. Il y a 2 micros qui sont dans la salle. Je vous invite à poser des questions succinctes, des questions assez brèves. Et pourquoi pas, on pourrait alterner une question d'homme, une question de femme, question d'homme, question de femme. Ça serait intéressant. Alors, s'il y en a qui ont déjà une question en tête, eh bien, prenez place. Je pense que on a la chance donc d'avoir un peu plus de temps pour développer et préciser certaines choses. Est-ce que c'est moi qui va casser la glace? Oui. Oui, d'accord, parfait. Comme il n'y a pas full au micro, je peux-tu poser 2 questions? Alors, j'aurais une question d'abord. J'aimerais ça avoir la réaction au rapport du Conseil du statut de la femme. Est-ce que le ministère de l'Éducation, est-ce que la ministre de la Condition féminine s'est sentie interpellée? Est-ce qu'il va y avoir un impact? Et ça m'interpelle beaucoup. Je suis féministe et il me semble que ce que vous avez présenté, on étudiait ça dans les années 80. Alors, c'est comme un peu un choc, hein? Puis c'est choquant. Alors, c'est ma première question. Et puis, Madame Armitage, je me demandais, est-ce que vous pouvez préciser vos attentes par rapport au gouvernement du Canada? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il me semble que pour des organismes de coopération et de solidarité internationale, j'entends votre message de plaidoyer, mais est-ce qu'on doit intégrer cette attention particulière aux filles de 10 ans dans nos programmes, dans nos projets de coopération, dans le travail qu'on fait terrain? Est-ce que vous remarquez que c'est un peu négligé? Puis pouvez-vous nous donner des exemples de ce qu'on devrait mieux faire comme organisme de coopération et de solidarité? Oui, je peux commencer. En fait, c'est vrai que c'est la question du milieu scolaire, c'est des enjeux dont on parle depuis longtemps. D'ailleurs, à la Fondation du Conseil du statut de la femme, le premier avis qui avait été fait en 1973, c'était sur la question des stéréotypes en milieu scolaire. Et ça l'avait mené d'ailleurs à la création du BAMQ, qui est le bureau de
C'est les gens qui surveillent, en fait, qui s'occupent d'accepter ou non les manuels scolaires qui sont distribués dans le milieu scolaire actuellement. Et il y a eu un gros travail qui a été fait notamment au niveau des stéréotypes dans les personnages, donc la représentation qu'il y ait un nombre équivalent de personnages garçons et filles dans les manuels scolaires, dans des rôles aussi qui sont diversifiés. Donc à ce niveau-là, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, nous, c'est ça, on a essayé d'aller un peu plus loin. Donc, le travail, c'était pas de refaire la même chose qui avait été fait en 1973, mais de voir plus loin les représentations qui ont été faites. Et en fait, il y a eu des rencontres qui ont été faites avec le BAMQ. Il y a eu des rencontres aussi. Ben, en fait, c'est ça. Au niveau des manuels scolaires et des contenus qui sont véhiculés, il y a quand même une ouverture là, à ce niveau-là, notamment au BAMQ. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que une des recommandations aussi, c'est d'offrir une meilleure formation aux gens qui y travaillent, qui n'ont pas toujours les outils nécessaires pour voir, tu sais, ce qui est en surface, le nombre de personnages, c'est facile à voir, là, mais de voir les représentations qui sont véhiculées, tout ça, c'est plus difficile, puis ça prend souvent une formation qui est un peu plus spécifique pour pouvoir les déceler. Donc, une des recommandations aussi, c'est d'offrir un meilleur soutien, des meilleures formations aux gens qui travaillent au BAMQ pour être capable de faire ce travail-là un peu plus en profondeur. Puis à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même une bonne ouverture. Pour ce qui est des réactions au rapport, mais ça vient d'être publié, c'est encore tout chaud, là, donc pour ce qui est du gouvernement, je ne pourrais pas tellement répondre à ce niveau-là de exactement qu'est-ce qui s'est passé. Le programme d'histoire est en refonte actuellement aussi, donc, mais je sais qu'il y a des contacts là, quand même assez étroits entre le Conseil du statut de la femme et les gens qui travaillent en ce moment à la refonte du programme d'histoire. C'est sûr que nous, ce qu'on propose, c'est que, en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est que le cours d'éthique et culture religieuse soit scindé, en fait, que la partie religion soit annexée au cours d'histoire pour que les religions soient vues comme étant plus des institutions sociales historiques et que le cours d'éthique soit jumelé à un cours d'éducation à la sexualité, en fait, et à la citoyenneté. Donc, ça ferait une refonte complètement des programmes. C'est sûr que là, je pense qu'on est un peu loin de ça actuellement. C'est sûr qu'il y a un projet pilote pour qu'il y ait une réintroduction de cours d'éducation à la sexualité en ce moment dans des écoles. Mais pour l'instant, je pense que ça va être plus transversal, donc ce ne sera pas un cours en soi. Mais donc, ça reste à voir. Il y a encore, disons, beaucoup de travail à faire, effectivement. Mais il y a des choses qui bougent quand même un petit peu tranquillement, là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Je remercie Mme Asseline pour la question sur le rôle du Canada parce que c'est très important pour nous au Fonds des Nations unies pour la population. Et d'abord, je dois dire que le Canada est vraiment un partenaire fondamental, un partenaire clé pour le UNFPA. Qui soutient vivement nos programmes, et donc le gouvernement, mais aussi la société civile. On a plusieurs partenaires ici entre nous, y compris l'Action Canada, qui est avec nous ce soir aussi. Et donc, tout ce soutien est très important pour le travail que nous faisons. Pour répondre à votre question, concrètement, que peut faire le Canada en plus? Je pense qu'en ce moment, l'engagement dans les questions de santé sexuelle et reproductive sont très forts. Et donc, ça, c'est très important pour nous. Et moi, je dirais, comme recommandation, la continuation de cet engagement en le thème de santé sexuelle et reproductive à niveau global, parce qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de soutien à ce thème, qui est fondamental pour la vie des femmes, la vie des filles, qu'on a vu avec les données du rapport. Donc, ce plaidoyer global que le Canada fait, le gouvernement, mais aussi la société civile, est très important. Et bien sûr, le financement, c'est toujours quelque chose d'important pour les agences comme nous qui faisons le travail de base pour que les femmes et les filles puissent avoir une vie de dignité avec leurs droits réalisés. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Plutôt, merci. Ah, on a une autre question. Bonjour. Merci à toutes les deux panélistes pour votre présentation. Ça a été très intéressant. C'est une question, en fait, pour vous deux.
On a vu dans les objectifs millénaires du développement qu'il y a eu énormément d'emphase sur la participation des filles à l'école primaire. Puis maintenant, on voit dans les objectifs de développement durable beaucoup d'emphase sur la participation des filles dans l'école secondaire. Mais là, on aborde aujourd'hui une autre dimension, le curriculum, les enseignants, comment la formation des enseignants et des enseignantes et comment elles peuvent reproduire ces rôles genrés et les inégalités qu'on voit dans nos sociétés. Alors, j'ai trouvé l'exemple du Québec très intéressant, mais je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres exemples de d'autres pays du monde? Peut-être lors de vos recherches, vous avez pu puiser dans ces exemples-là ou Madame Armitage, si vous avez d'autres exemples de d'autres régions du monde, je trouve que ça pourrait être très intéressant. J'espère qu'on n'attendra pas un autre 15 ans pour d'autres types d'objectifs pour finalement se pencher sur cette analyse. Merci. S'il y a d'autres exemples... Ben, en fait, il y a des initiatives, plus des initiatives ponctuelles, je pense, ou des guides. Ce qu'on a trouvé très intéressant, c'était des guides qui étaient créés pour les enseignants ou dans la formation des maîtres, qui a une plus grande importance qui soit accordée à la question des inégalités de sexe ou des inégalités en général. Donc, c'est pas nécessairement peut-être des modèles, mais plus des initiatives comme ça qu'on a trouvées particulièrement intéressantes, là. C'est ça, je me souviens plus. Je peux le retrouver, c'est dans la vie, mais je pense que c'est en Suisse qu'il y avait un programme développé pour les enseignants là, qui était particulièrement intéressant, mais je pourrais revenir avec ça. Je l'ai pas... je l'ai plus en tête, malheureusement, actuellement. Ouais. C'est bon? OK, très bien. D'accord. D'abord, je voulais juste dire que les objectifs de développement durable, pour moi, je suis quelqu'un qui travaille dans ce domaine depuis 25 ans, dans le domaine de développement, et c'est vraiment quelque chose d'inspirateur. Parce que pour la première fois, nous avons une agenda globale qui était vraiment construit de manière participative. Donc, vous avez parlé des jeunes qui ont participé. Partout dans le monde, on a vu les jeunes qui ont participé à dire ce qu'ils voulaient voir dans cet agenda mondial. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important de mentionner. En ce qui concerne les initiatives de UNFPA sur le terrain, on travaille beaucoup avec le système éducatif. Notre mandat est plutôt de travailler dans le domaine de l'éducation en sexualité. Oui, donc et encore une fois, les données que nous avons vues dans le rapport montrent la nécessité que les jeunes et que les adolescentes aient l'information sur la sexualité, sur leur corps, surtout pendant cette période de puberté, en fait. Donc, le travail de UNFPA se concentre sur les aspects de l'éducation en santé sexuelle et reproductive, et nous travaillons dans plusieurs pays, avec les gouvernements surtout, mais aussi avec la société civile sur ce sujet. En fait, j'ai une question pour chacune de vous. Je ne sais pas si du côté de l'analyse du matériel scolaire, est-ce qu'il y a des études comparatives qui ont été faites? Est-ce que vous avez des exemples ailleurs dans le monde? À quoi ça peut ressembler les matériels scolaires, par exemple, d'histoire dans les pays scandinaves, par exemple, ou bien en Europe? Est-ce qu'il y a un comparatif qui a été fait? Est-ce que ça fait partie de votre étude? Et deuxièmement, pour vous, moi, il y a une donnée qui m'a beaucoup frappée dans ce que vous avez dit, c'est concernant le suicide des jeunes filles. Ça m'a beaucoup frappée parce que je me souviens quand j'ai habité personnellement en Afrique de l'Ouest et je me souviens qu'on ne parlait pas de ça. Il y a des gens même qui me disaient qu'ils ne connaissaient même pas le suicide, qui ne savaient pas pourquoi les gens s'enlevaient la vie en Occident. J'ai l'impression que c'est un fléau occidental. Est-ce que je me trompe ou bien c'est quelque chose de récent? Mais je trouve ça vraiment terrible comme statistique, là, le suicide chez les jeunes filles. Alors, juste me donner un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, laquelle veut commencer avec une réponse?
Comme vous voulez. C'est gentil. Je vais commencer, ça ne sera pas très long, mais c'est sûr qu'en fait, les manuels scolaires qui ont été analysés, c'est particulièrement les manuels d'histoire et les programmes d'histoire. Donc, c'est sûr que c'est assez unique, tu sais, parce qu'on discute beaucoup de l'histoire du Québec. Donc, c'est de voir quelle était la place des femmes dans cette trame historique qui est la nôtre. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, pour faire des comparaisons, pour les cours d'histoire, c'était peut-être moins utile. Oui, absolument, absolument, c'est sûr. Mais tu sais, ce qui était vraiment important pour nous, c'est de voir quelles étaient nos représentations collectives de l'histoire, de la place des femmes, puis de comment étaient traitées les femmes à travers notre histoire aussi, quelles étaient les ouvertures, qu'est-ce que ça envoyait comme message. Sinon, je dois vous avouer, en fait, que moi, j'ai surtout travaillé sur la deuxième partie de la vie, qui était l'analyse de l'enquête. Et donc, c'est ma collègue qui a travaillé sur les manuels scolaires. Mais je suis certaine qu'elle faudrait lui renvoyer la question plus précisément. Mais je suis certaine qu'elle est allée voir ailleurs aussi qu'est-ce qui avait été dit. Mais c'est sûr qu'elle est historienne de formation et je suis persuadée que ce qui l'intéressait, c'était surtout justement quelle était l'image qu'on renvoyait aux jeunes filles de leur propre histoire et de leur place qu'elles avaient aussi dans cette histoire-là. Ouais. Merci. Oui, d'accord. Donc, pour répondre à votre question, sur les données que j'ai données sur le VIH étant la première cause de décès chez les adolescentes et le suicide, la seconde raison, je dois dire que ça m'a frappé beaucoup aussi. C'est une donnée globale, donc c'est pas seulement en Europe ou en Amérique du Nord, c'est vraiment une donnée globale. Donc c'est un problème global. Et c'est pourquoi nous avons recommandé, pendant les 10 recommandations prioritaires dans le rapport, de mieux investir dans la santé mentale chez les adolescentes, parce que c'est vraiment c'est un problème global. C'est sûr, et c'est frappant, comme vous avez dit. Ah oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, parfait, on a vu là. Oui. Ah, je pensais que Marie s'en venait avec une question. Mélanie Berger, je ne suis pas bonne avec les mots, je suis meilleure avec les dessins. À la fin, mon petit personnage, il dit mais à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Puis, il y a 2 semaines, il y a un président américain qui a signé un décret pour enlever des fonds à des organismes qui aident les petites filles à prendre des décisions sur la sexualité. Et je voulais savoir, à notre échelle ou à votre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable? Et voilà, c'est ça la question. Donc, ce décret-là qui coupe les fonds aux organismes pour la défense des enfants, pour vous, ça a été reçu comment? Bon, pour le UNFPA... Ça vous a fait? Non, pour l'instant, ça s'appelle la politique du Mexique. C'est ça en français? De Mexico? The Mexico Policy, non? OK. Et donc, pour le UNFPA, pour l'instant, on n'est pas touché par cette politique parce que le UNFPA ne soutient pas l'avortement dans son travail. Nous avons vu que, en réponse à votre question, que peut faire la société d'assurer que les investissements dans la santé sexuelle et reproductive continuent. Je pense que c'est très important que vous, la société civile, que le gouvernement, que vous continuez à faire le plaidoyer, en fait. Montrer que vraiment ces questions-là sont des questions de vie et de mort. C'est pas des questions politiques, c'est des questions de vie et de mort. Et donc, je vois qu'ici au Canada, il y a beaucoup, même votre ministre de Développement récemment a fait une vidéo en mentionnant ce sujet, la nécessité d'investir dans la santé sexuelle et reproductive. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de continuer à plaidoyer, de montrer l'évidence sur ce problème. Alors, on a reçu une question d'une internaute, donc question du public par Internet. C'est Ariana Giroux qui nous écrit
Bravo pour la présentation fort intéressante. Alors, comment les ONG et les OCI peuvent avoir une meilleure participation et un engagement sérieux du gouvernement et de la société civile d'un pays en développement pour améliorer la vie des jeunes filles? Comment donc les ONG et les organismes de coopération internationale peuvent avoir une meilleure participation, donc un engagement pour améliorer la vie des jeunes filles? C'est une grande question. Je pense que peut-être vous ici peuvent répondre à la question aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organisations ici qui travaillent dans ce domaine, en fait, qui sont en train d'améliorer la vie des femmes, des filles ici au Québec, mais aussi dans le monde entier. Oui, s'il y en a qui veulent répondre à ça, oui, vous présenter, vous dire pour quelle organisation vous travaillez, n'hésitez pas à venir au micro. Ce serait intéressant de vous entendre aussi sur... Je peux dire, au moins pour le Fonds des Nations Unies pour la population, que nous travaillons beaucoup avec la société civile aussi dans ces questions dans le monde entier. On travaille avec les organismes de société civile, même pour donner des services aux populations, des services de santé, mais aussi sur la question de plaidoyer, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à New York, à Genève, dans les espaces politiques, pour justement, on disait, de continuer à plaidoyer, faire le plaidoyer pour la santé sexuelle et reproductive. Donc, je pense qu'il y a plusieurs rôles qui peuvent jouer les organismes, que ce soit un rôle de service, de donner des services, de donner l'éducation, mais aussi de plaider, de faire visible, rendre visible les problèmes des filles de 10 ans surtout. Oui. Très bien, très bien. Oui? Moi, c'est pas sur ce sujet, j'aurais des questions. Je sais que dans nos écoles, on observe qu'il y a beaucoup plus de garçons qui sont diagnostiqués troubles graves d'apprentissage, de comportement, etc., qui sont sur le Ritalin ou autre chose. Et aussi, on a observé qu'il y a des cas de suicide chez les filles, même par rapport aux réseaux sociaux, de l'intimidation. Et c'est un véritable fléau, tous les phénomènes d'intimidation dans nos écoles. Est-ce que vous observez ça dans d'autres pays aussi? Et quel est votre avis là-dessus? Oui, en fait, par rapport au taux de suicide ou aux problèmes de santé mentale que peuvent vivre les jeunes, c'est certain que la socialisation différente des garçons et des filles fait en sorte, par exemple, que les filles vont être souvent plus capables de communiquer leurs émotions, donc vont être, disons, habituées plus jeunes à le faire. Donc, au niveau des problèmes des garçons, des fois, ça peut effectivement mener certaines situations où des garçons n'ont pas nécessairement la manière ou le soutien pour exprimer les problématiques qu'ils peuvent vivre. Et ça vient effectivement de la socialisation qui est différente des garçons et des filles. Maintenant, votre question, c'était, est-ce qu'on voit ça dans d'autres pays? Est-ce que c'est... Dans d'autres pays, que ce soit le cas aussi par rapport aux garçons, là, qui sont diagnostiqués en aussi grand nombre, et aussi par rapport au cas d'intimidation chez des filles qui se sont suicidées. Ici, on a plusieurs cas comme ça au Canada et au Québec. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, cette d'intimidation faite par leurs copains garçons, quoi? Envers les filles, écoutez, j'ai pas vraiment de chiffres de données à ce niveau-là. Je pourrais pas dire. Dans d'autres pays, là, ce qui se passe au niveau de l'intimidation, c'est sûr que c'est quelque chose... je sais, par exemple, qu'un des aspects qu'on a étudié, c'est la question du sport, là, chez les... Je sais pas si ça pourrait être une piste de réflexion, mais la question de la pratique sportive, qui est très valorisée chez les garçons. Et les filles vivent beaucoup d'intimidation en milieu scolaire dans certains milieux sportifs et abandonnent beaucoup plus que les garçons. Donc, et c'est quelque chose qui se voit aussi un peu partout, donc à ce niveau-là. Mais sinon, au niveau de l'intimidation, je pourrais pas vraiment vous dire... J'aurais pas... Ouais, la question concerne d'autres pays. C'est pas un sujet qui était vraiment abordé par notre rapport, qui se concentre plus sur les aspects économiques.
Mais je suppose que c'est un problème universel aussi. Mais ça me rappelle une chose qui ici sort dans le rapport, c'est les questions, ce qu'on a vu dans votre intervention aussi, c'est la question des normes sociaux des filles et des garçons. Et on recommande aussi, et le UNFPA travaille beaucoup dans ce domaine, c'est l'engagement des garçons et des hommes dans l'égalité des sexes. Non? Donc c'est vraiment très important de travailler aussi avec les garçons et les hommes sur le sujet d'égalité des sexes, et non seulement avec les femmes et les filles, bien sûr, parce qu'il faut transformer les rôles, les relations de genre, en fait, oui. Oui, on a une autre question. Oui, Madame Armitage, vous posiez la question tout à l'heure, comment des organisations de coopération pouvaient relever ce défi. Moi, je travaille pour UPA Développement International, l'Union des producteurs agricoles du Québec, le volet développement international, et on travaille avec des organisations paysannes partenaires, donc qui ont des membres qui sont déjà, en fait, des adultes. Et notre stratégie, c'est vraiment de s'assurer que dans nos projets, on ait un taux de participation minimum de femmes qui participent au programme de formation de façon à pouvoir renforcer les femmes et les hommes. Mais dans certains cas aussi, on va renforcer en fait des activités spécifiques aux femmes. Je pense par exemple au Burkina Faso, on a une organisation paysanne qui avait un volet de production de maïs qui était réalisé par les hommes, et les femmes ont exprimé le besoin d'être appuyées aussi pour améliorer leurs revenus. Alors on les a appuyées pour développer un volet plus femmes qui était de la production de bissap, l'hibiscus, et elles se sont organisées pour pouvoir aussi aller chercher leur certification biologique au sein de l'Union. Puis, au bout de quelques années, elles produisaient 60 tonnes de bissap biologique pour exporter en Europe. Alors, c'est des résultats vraiment importants pour ces femmes qui peuvent jouer un rôle beaucoup plus important au sein de leur famille. Et on a aussi des formations qui s'adressent, qu'on appelle en fait, on a un module qui s'appelle « Genre et leadership », qui vise à faire en sorte d'avoir une approche inclusive au sein de nos organisations. Et on a toujours des proverbes qui viennent décrire l'esprit de nos modules de formation. Et ce module de formation, le proverbe qu'on a utilisé, c'est « L'oiseau a besoin de ses 2 ailes pour voler ». Et lorsqu'on animait cette formation, on expliquait aux hommes et aux femmes que, dans le fond, pour vraiment faire en sorte qu'une organisation puisse se professionnaliser, c'est très important de pouvoir prendre en compte le point de vue des hommes et des femmes. Parce qu'ensemble, on a chacun nos forces, et c'est de cette façon-là que l'organisation paysanne peut mieux atteindre réaliser sa mission. Et je pense que dans notre contexte important où on appuie les organisations paysannes, d'être inclusif et, comme vous le mentionniez, de s'assurer que cette réflexion soit faite aussi avec les hommes pour qu'ils soient aussi partie prenante de la réflexion. Et quelquefois, il faut toutefois avoir des moments pour permettre aux femmes de pouvoir réfléchir entre elles, pour pouvoir se faire une tête sur... pour être un peu moins intimidées, parce que quelquefois, quand elles se retrouvent tout de suite avec des hommes, elles ont plus de difficultés à s'exprimer. Et ensuite, ouvrir la discussion avec les hommes. Voilà, donc... Merci. C'est très intéressant, oui. Justement, on parle de différents domaines. On disait tout à l'heure dans le rapport, en fait, on dit qu'il y a de nombreux résultats positifs qui avaient été remarqués auprès des garçons de 10 ans. C'est ça que j'ai lu dans le rapport, dans différents domaines. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? On pense justement au domaine de l'agriculture, faire participer les femmes dans des entreprises. Est-ce qu'il y a différents domaines, justement, où on aurait davantage, bien sûr, on aurait toutes sortes de raisons, finalement, d'incorporer les femmes davantage, comme ça a fonctionné pour les
garçons, donc il y a quelques années, alors qu'on montait des programmes pour les jeunes hommes de 10 ans. Ça serait dans quel domaine, alors? Oui, en fait, nous avons plusieurs programmes visant les jeunes, pas les garçons, on disait, les jeunes adolescents hommes, non? Et surtout en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Donc, au Brésil, par exemple, avant j'étais la représentante de l'UNFPA au Brésil, nous travaillons avec une ONG qui s'appelle Promundo, qui est très connue pour l'excellent travail qu'ils font avec les garçons, avec les hommes. Et eux, ils reconnaissent que les hommes et les garçons souffrent aussi des relations des genres, non? Et donc, ils travaillent beaucoup sur ça et nous travaillons en partenariat pour pouvoir justement changer les attitudes sur la violence faite aux femmes, et ils ont vu vraiment des bons résultats sur ces questions. Donc, nous travaillons beaucoup avec les organisations qui travaillent aussi avec les hommes et les garçons, parce que c'est très important pour l'égalité entre les sexes. Et je suis tout à fait d'accord avec madame qui vient de parler. La région dans laquelle que moi je travaille maintenant, c'est la région de l'Europe de l'Est et Asie centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le taux de mortalité des hommes dans certains pays qui est beaucoup plus élevé que la mortalité des femmes. Et ça, c'est à cause des comportements, comment je peux dire, néfastes, des comportements qui ne sont pas bien pour la personne, en fait. Et c'est quelque chose qu'on apprend dès l'adolescence, non? Donc, c'est aussi, je suis d'accord, aussi important de travailler avec les garçons, avec les hommes. Mais ce rapport-là, bien sûr, met l'accent sur les difficultés qui ont les filles, vraiment, et montre l'évidence que si on investit dans les filles, on peut vraiment voir une amélioration de la vie de ces filles, mais aussi de la vie des communautés et des nations entières. Merci. Oui. J'ai une question, mais j'inviterais tout de suite un homme à venir poser une question après la mienne. Ce serait bien. Il me semble qu'il n'y en a pas eu. Ma question, en fait, je ne sais pas du tout comment formuler ma question, mais je sais comment formuler ma préoccupation. Il y a en ce moment en Occident un racisme et une islamophobie en hausse et complètement décomplexée. C'est un problème grave de la ville de Québec jusqu'aux États-Unis, en passant par la France, etc. Et je trouve très difficile ensuite de faire de l'éducation du public en présentant des cas, comme on le voit, qu'il y a des régions du monde où les filles sont en plus grand nombre mariées de manière précoce, etc., sans que ça encourage le racisme et l'islamophobie qui existent en Occident. Je trouvais intéressant d'apprendre que le Fonds appuyait la société civile, parce qu'en fait, je trouve qu'une des meilleures façons de déconstruire en éducation du public, c'est de rappeler aux gens qu'il y a des femmes afghanes qui se battent contre le mariage précoce, qu'il y a des femmes indiennes qui se battent contre les infanticides féminins, etc. Donc, pour valoriser les populations locales, cesser de les montrer comme des victimes de leur culture, bon, puis complètement stoïque et inerte. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bref, c'est une préoccupation plus qu'une question. Comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là aujourd'hui sans participer à la hausse du racisme et de l'islamophobie en Occident? Oui. Oui, je pense que je comprends la question et la préoccupation. C'est un sujet difficile. Je pense que la réponse est complexe aussi. Bien sûr, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais moi, je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est important, et encore une fois, je pense que les ODD, les objectifs du développement durable, c'est vraiment un acquis majeur parce que c'est un agenda universel. Ce n'est pas un agenda pour les pays en développement, c'est un agenda pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà quelque chose, si on situe notre travail, nos recommandations dans un esprit universel, ça, c'est déjà important. La deuxième chose, je pense que nous avons un système international des droits humains.
Et ce système est vraiment la base on devrait tous lutter pour ce système. Et c'est un système qui a été créé par le monde entier. Et donc, c'est justement ça, je pense qu'il faut, tout le monde doit lutter pour les droits fondamentaux. Et cette lutte vient de partout. Ce n'est pas une lutte du Canada, etc. C'est vraiment... Et nous, on travaille avec les organisations dans tous les pays qui chaque jour sont en train de lutter pour les droits fondamentaux. Et finalement, je pense que, et peut-être Annie, vous pouvez répondre mieux, le système éducatif a un rôle clé, bien sûr, à jouer dans cette question de respect à la diversité. Je pense que pour nous, même l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation en sexualité, en fait, c'est beaucoup plus. C'est une éducation en diversité. En fait, c'est une éducation en tolérance parce que la sexualité est seulement une chose qui fait partie de ça. Mais bien sûr, le système éducatif a un grand rôle à jouer aussi. Donc, peut-être, Annie, vous avez plus à dire. Bien, c'est sûr que là, aujourd'hui, on a discuté de la question des inégalités de sexe, à quel point l'école était un espace important d'apprentissage, justement, afin de déconstruire des inégalités. Mais je pense qu'on parle d'inégalités de sexe, mais on peut élargir aux inégalités plus larges aussi. Effectivement, absolument. Puis aussi, je pense que c'est important de rappeler souvent, comme on dit, on a souvent l'impression, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les représentations, comme quoi ici, c'est quelque chose de réglé et que le problème viendrait d'ailleurs ou d'avant, tu sais, comme on peut voir dans les programmes scolaires, et qu'en ce moment, le Québec serait une société égalitaire, bien, de rappeler que malheureusement, on n'est pas parfait et il reste encore beaucoup d'inégalités ici aussi. Et donc, d'essayer de diviser une espèce de nous qui serait parfait et d'eux qui arriveraient avec leur système inégalitaire, etc. Je pense qu'il y a de rappeler aussi qu'ici, il y a encore beaucoup d'inégalités sexuelles et autres. Et l'école est un vecteur important aussi d'apprentissage à l'égalité, effectivement. Ouais. L'égalité plus large là, que simplement sexuelle. Ouais. Une question d'intervention d'un homme. On va en avoir un d'ici la fin. Là. Il reste 5-10 minutes. On va y aller avec la prochaine question. Alors, messieurs, on a hâte de vous entendre. Je vais bien laisser ma place à un homme. On peut vous entendre aussi. Alors moi, on a abordé déjà le thème tout à l'heure, mais j'aimerais revenir dessus parce que c'est important. On a parlé tout à l'heure de la principale cause de mortalité des jeunes filles qui est le VIH. Ensuite, on a parlé de la deuxième cause qui est le suicide. Et je m'interroge sur la place de la santé mentale dans les mesures qui sont mises en place pour l'épanouissement des jeunes filles, pour leur autonomisation, parce que j'estime qu'on ne peut pas parler d'autonomisation économique sans parler de la santé émotionnelle et mentale. Alors j'aimerais savoir quelle est la place de la santé mentale à la fois dans le système éducatif, à la fois dans les mesures qui sont prises par l'UNFPA, et aussi comment est-ce qu'on réussit à parler de ces sujets sans que ce soit tabou. Je suis documentariste et mon focus c'est vraiment les jeunes filles et leur santé. Et partout dans le monde, et que ce soit au Cameroun, dont je suis originaire, ou ici au Canada, on retrouve les mêmes problématiques au niveau des jeunes adolescentes. Comment est-ce qu'on parle de ces sujets, comment on les met au premier plan, sans pour autant léser les autres questions qui sont aussi essentielles, comme la santé sexuelle et reproductive, ou encore l'accès à l'éducation, les mariages forcés. Ce sont des réalités, mais il y a d'autres réalités aussi qui font partie de la santé des jeunes filles. Alors j'aimerais avoir peut-être un début de réponse ou des pistes pour m'éclairer sur ce sujet. Donc, on parle de la place de la santé mentale dans les programmes et puis comment on peut en mettre ça de l'avant sans que un sujet aussi tabou, finalement, pour parler de la santé mentale, de dépression, d'anxiété pour les jeunes filles. Mais premièrement, la place de la santé mentale. Vous pouvez prendre le temps de penser. C'est des bonnes questions. Oui, c'est des bonnes questions. Je vais vous laisser. Oui, d'accord. Ouais. Ben, en ce qui concerne la question sur la santé mentale dans les programmes, je peux dire que pour l'UNFPA, ça fait partie de la plupart des programmes que nous menons pour les adolescentes.
que ce soit les programmes contre le mariage précoce, que ce soit les programmes sur l'élimination des mutilations génitales féminines, que ce soit pour la fistule obstétrique. Donc, il y a toujours et même la violence sexuelle faite aux femmes pendant les crises humanitaires ou bien des guerres. Donc, il y a toujours un aspect psychosocial dans nos programmes. En ce qui concerne cette question qui, dans beaucoup de pays, est toujours un peu tabou, je pense que c'est moins tabou que c'était avant, heureusement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes internationaux qui travaillent sur ce thème, y compris l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a un fort programme sur la santé mentale. Ça, c'est très important aussi. Mais c'est de pouvoir parler de ça pendant les discussions telles que ce soir, par exemple, c'est de pouvoir parler de ces problèmes, de les mettre, de les faire visibles, enfin, qui est très important. Je pense qu'il faut continuer. Et même le fait que cette statistique n'était pas connue, même par moi, je peux dire il y a quelques mois, le fait qu'on ne savait pas, ça veut dire qu'on est déjà dans une meilleure situation parce qu'on commence à vraiment de parler de ça. Donc ça, je trouve... je suis optimiste sur ce fait-là, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il faut investir de plus parce que c'est un problème majeur. Veux-tu compléter quelque chose? Peut-être simplement signifie une préoccupation si on pense au milieu scolaire actuellement et disons les coupures qu'on voit actuellement qui font en sorte qu'il y a énormément de personnel de soutien spécialisé dont les postes sont coupés qui visent justement à soutenir mieux la santé mentale des jeunes et on sait qu'il y a des moments, la puberté, tout ça, c'est des moments qui sont vraiment cruciaux. Donc, c'est important d'agir à ce moment-là et ça prend des gens qui sont qualifiés pour le faire. Donc, c'est une préoccupation, effectivement, qu'on peut avoir en ce moment dans le milieu scolaire. Pour les jeunes hommes, le fait que ce soit beaucoup des femmes qui sont enseignantes au primaire, est-ce que ça a un impact au niveau des modèles, un modèle masculin? Parce que je ne sais pas c'est quoi le pourcentage d'enseignantes par rapport aux enseignants, c'est assez majeur. À l'autre, oui. Là, mais au primaire, secondaire, c'est assez différent. Mais en fait, comme je disais, au niveau de la réussite scolaire, il n'y a vraiment aucun impact sur le sexe de l'enseignant, il n'y a vraiment aucun impact avec la réussite scolaire des jeunes. Ouais, après, c'est sûr qu'en fait, l'idée, c'est que pour ce qui est de la question des modèles, c'est sûr ce qui sera encouragé, c'est d'offrir le plus de modèles diversifiés aux jeunes, en fait, que ce soit hommes-femmes ou autres aussi. Là, donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut encourager ça. Et aussi, il faut réfléchir au fait qu'on ne peut pas non plus oublier que les enseignants ont été socialisés aussi différemment. Donc, évidemment, comme on le disait, les enseignantes vont être portées à offrir souvent du soutien plus émotionnel, affectif aux jeunes et les hommes être plus des modèles d'autorité pour les jeunes. Donc, mais au niveau de la santé mentale, je pourrais pas dire. En fait, je pense que ça prend vraiment des gens spécialisés qui ont une formation là-dedans pour pouvoir détecter puis pouvoir soutenir correctement. Je pense que les enseignants en ont déjà plein les bras là, avec donc puis ouais. Et puis, même pour ce qui est des cours à l'éducation à la sexualité, c'est une question qu'on leur avait posée aux enseignants. Est-ce que vous êtes ouverts? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Comment vous sentez par rapport au fait que il va y avoir un retour probablement de cours, mais que c'est les profs, en fait, qui vont devoir donner. Et la plupart d'entre eux ne se sentent pas outillés pour le faire. C'est des questions qui sont très difficiles à aborder. Il y a bien des gens qui ne sont pas à l'aise de le faire. De parler de sexualité avec des enfants, ça peut être problématique. Donc, encore là, ça prend des gens qui sont formés, qui sont outillés pour le faire. Et il faut mettre les moyens pour faire ça, effectivement. Donc, c'est une problématique qui est soulevée actuellement par les enseignants et qu'on a vu aussi à travers notre étude, là. Oui. Intéressant, oui. Je pense que ça va être... On a encore un petit peu de temps pour peut-être 2-3 questions. Oui. Bonjour. En fait, j'ai une question un peu sur
comment vous réalisez... en fait, la question est pour Mme Armitage et j'en profite pour vous remercier les deux pour vos présentations fort intéressantes. En fait, j'ai une question à savoir comment vous faites la promotion de ce rapport et de ces recommandations-là, mais au sein des agences des Nations unies, parce que c'est bien d'en faire la promotion à l'extérieur et de sensibiliser, mais je pense que c'est important. Puis ça, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça s'inscrit aussi dans l'agenda 2030. Puis en fait, là, je pensais à cette question-là parce que j'ai eu une discussion cette semaine sur un programme dans des camps de réfugiés où c'est des programmes d'éducation. On a remis l'éducation là, au centre de toutes les actions qu'on peut avoir là, dans des camps de réfugiés parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiel et qu'il y avait des enfants qui passaient des années en fait dans ces camps et qu'il ne fallait pas oublier non plus le développement de ces futurs adultes et citoyens du monde. Là. Très bien. Comment vous travaillez avec les autres agences? Oui, d'accord. En général, lorsque nous rédigeons le rapport, parce qu'on fait un rapport différent chaque année, non? Mais en général, nous travaillons même avec les autres agences. On utilise les données des autres agences pour faire le rapport. En ce qui concerne les recommandations des rapports, par exemple, dans le domaine dont vous avez parlé, la situation des réfugiés, etc., nous travaillons en étroite collaboration avec l'ACNUR, avec l'UNICEF, l'OMS, dans les domaines d'éducation et de santé. Donc, par exemple, là, maintenant, j'habite en Turquie. Il y a des camps où nous travaillons ensemble, où le UNFPA fait le travail sur l'éducation des jeunes, par exemple, et une autre agence ferait une autre partie. Donc, on travaille vraiment en collaboration en ce sens. S'il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Peut-être sur l'agenda 2030 et les ODD, nous avons travaillé aussi ensemble pour travailler avec les gouvernements pour que les gouvernements puissent adopter les indicateurs, les goals, les objectifs qui traitent les filles et les femmes. On est assez content de voir le nombre d'objectifs, les nombres d'indicateurs qui sont directement liés aux questions que nous avons présentées ce soir, en fait. Et ça, c'était vraiment un travail en partenariat avec la société civile, les Nations unies, les gouvernements, etc. Oui. Bonjour, donc oui, c'est ça. Je viens représenter la gente masculine. Donc, Denis de la COSI, merci d'abord pour vos présentations. J'étais particulièrement intéressé par les deux, mais aussi la présentation de Mme Grégoire Gauthier m'a ramené à mes anciennes amours. En fait, j'ai été moi-même enseignant au primaire pendant 10 ans avant de changer de métier, donc je connais bien les problématiques dont vous parliez, mais j'avais une question pour Mme Armitage. En fait, en discutant, bon, on parlait, on a élaboré quelques fiches là, pour appuyer la bande dessinée là, qui a été produite là, pour la SDI, et on s'est rendu compte que la question des mariages forcés était vraiment clé parce que c'est le début d'un processus qui mène à violence sexuelle, VIH/SIDA, abandon de l'école, potentiel économique réduit, tout plein de choses. Et en fait, c'est en discutant avec les collègues, on s'est rendu compte que même au Canada, en fait, ou je ne sais plus si c'était au Québec ou au Canada, mais on a découvert que pour se marier, en fait, l'âge légal, c'est même pas 18 ans, c'est 16. Et donc, je me demandais simplement... est-ce qu'il y en a beaucoup des pays où l'âge est déjà à 18 ans? Parce que ça faisait partie des pistes de solutions là, qui étaient énumérées. Donc, on se demandait un peu, est-ce qu'il y en a beaucoup des pays où l'âge est déjà rendu à 18 ans? Et est-ce que ce morceau de plaidoyer-là a fait un peu de chemin dans les dernières années? Est-ce qu'il y a des pays qui ont changé leur loi, par exemple, pour élever l'âge? Est-ce que vous avez des exemples à nous présenter? Oui, c'est une bonne question et je n'ai pas les données devant moi, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne les lois, je pense, si je ne me trompe pas, mais c'est toujours dangereux, surtout en ligne, de lancer les chiffres, mais je pense que c'est 158 pays qui ont des lois sur, et peut-être vous pouvez vérifier pendant que je parle.
je sais que Sarah est en train de regarder maintenant pour moi. Mais il y a beaucoup de pays qui ont des lois qui ne permettent pas aux jeunes de se marier avant 18 ans. Cependant, dans la plupart de ces pays, le mariage précoce existe toujours. Donc, c'est vraiment un problème de mise en œuvre de ces lois. C'est déjà très bien que nous avons réussi dans plusieurs pays du monde d'avoir ces lois. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais il faut continuer avec des actions sociales pour que ça puisse être éliminé. Et je pense que vous avez soulevé une question très intéressante, le fait que ce phénomène existe partout, en fait. Ce n'est pas seulement dans les pays dont on parle souvent. Ça existe toujours, bien sûr, à une échelle beaucoup moins, mais ça existe. Et encore une fois, je dirais que c'est une opportunité pour utiliser les ODD pour une agenda universelle, parce que la question de mariage précoce est un indicateur dans les ODD, et aussi, bien sûr, le système des droits humains, parce que le Comité des droits des enfants, le CRC, a des recommandations très claires sur ce sujet de l'âge de mariage qui est 18 ans. Donc, je pense que en utilisant le système des droits humains, on peut faire le plaidoyer partout, en fait. Donc, voilà, merci. Vous avez vérifié le nombre? Parce que mon cher collègue Denis m'a volé un peu la question, mais je sais que la France, en 2005, a passé une loi pour changer l'âge de 16 à 18. Donc, un exemple d'une loi qui a été changée assez récemment et dans un pays du Nord. Très bien, excellent, oui. Merci. Alors, on va prendre une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, ça revient de ma collègue, sauf qu'elle ne peut pas parler. Elle a un problème de gorge. Alors, j'ai sa question. Quelles ont été les mesures mises en place contre la mutilation génitale féminine? Il y a beaucoup de mesures et beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce domaine. En ce moment, le UNFPA avec l'UNICEF, nous avons un programme le plus grand, en fait, sur la question de mutilation génitale féminine. Ça s'appelle le programme conjoint sur les MGF. Et nous travaillons dans plusieurs pays en Afrique, mais aussi en Asie, et un pays en Amérique latine, la Colombie. Et donc, nous avons encore une fois vu plusieurs lois qui ont été adoptées. On a vu aussi beaucoup de travail communautaire sur ce phénomène. Et on a vu plutôt beaucoup de succès lorsque c'était un travail collectif. Et je pense que dans ce cas, c'est très important qu'on ne peut pas venir seulement avec une loi et attendre à ce que ça s'arrête, hein, parce que c'est une tradition culturelle, et donc il faut travailler, il faut soutenir les organisations communautaires, il faut travailler avec les leaders religieux, avec les leaders traditionnels, et c'est ça en fait que nous faisons avec notre programme conjoint avec l'UNICEF, et on a vu beaucoup de résultats très bien. Donc je pourrais vous donner après des résultats, le nombre de villages dans lesquels nous avons déjà vu l'élimination des MGF. Donc c'est vraiment un travail très important, mais encore une fois, c'est un travail avec beaucoup de partenariats, oui, de partenaires. Merci. Alors, c'est ce qui va mettre fin à cette séance de questions et d'échanges, mais ce n'est pas tout à fait terminé. J'inviterai j'inviterai pour le dernier petit 5 minutes, Marie Brodeur-Gélina à nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Alors, Marie, qui est chargée de projet à la COSI. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est la plus belle période de questions à laquelle j'ai assisté. Les gens restent, il y a plein de questions, ça n'arrête plus. J'ai envie de vous remercier pour ça, parce que c'est...
Donc, avant de conclure, en fait, on devait lancer la bande dessinée plus tôt en après-midi. Puis, je crois que l'horaire des gens fait en sorte que ça n'a pas été possible. Puis là, il reste quelques minutes et notre artiste est là pour les dédicaces. Donc, je vais en profiter tout de suite pour faire une très courte histoire de la production de la bande dessinée. Tout ça commence avec le rapport du Fonds des Nations Unies l'état de la population mondiale 2016. Quand on a pris connaissance de ce rapport-là à la COSI en novembre dernier, on a vraiment eu un coup de cœur pour sa rigueur, la thèse que ça défendait, qui est assez forte quand même. Hein. On ne pourra atteindre les objectifs de développement durable si on ne permet pas à toutes les petites filles qui ont 10 ans en ce moment de réaliser leur plein potentiel. C'est une très forte thèse. Et on a pris le pari, donc, de dédier la Semaine du développement international de la première semaine complète de février 2017 sur la question des jeunes filles. On a décidé de le reformuler en disant les jeunes filles qui sont dans le passage de l'enfance à l'adolescence partout dans le monde. Et pour une 3e édition, on s'est dit, on va encore une fois valoriser un outil qui est à la fois ludique, éducatif et très porteur, qui est la bande dessinée, qui est une forme d'art très complète, comme vous pouvez l'imaginer, avec un scénario, des textes, des images, etc. Et la COSI a 67 membres à travers le Québec, de toutes sortes, des petits organismes, des grands organismes qui font beaucoup de développement, beaucoup de projets terrain au sud, d'autres qui sont plutôt présents pour faire de l'éducation du public au nord, certains plutôt dédiés aux droits humains, d'autres moins féministes, moins féministes. En tout cas, il y a de tout. C'est la force du réseau de la COSI. On a écrit aux 67 membres, dans des délais très courts, pouvez-vous nous envoyer des portraits de filles? Évidemment, c'est ce rapport-là, encore une fois, qui nous a donné l'idée, parce que si vous le parcourez, vous allez voir qu'au-delà des chiffres et des analyses, il y a aussi des portraits de filles très, très inspirants, même, c'est plus qu'inspirant, là, c'est bouleversant de voir comme les petites filles ont des rêves, des projets, etc. Et on a reçu 16 portraits de filles dans 10 pays différents, et on les a reçus juste avant Noël. Et moi, j'ai tout transféré ça à Mme Baillarger, ici présente, en lui disant, ben voilà, beau défi, d'ici le jour de l'an, il faut créer un scénario avec ça, il faut créer des personnages, il faut créer une histoire. Et Mélanie, je pense que c'est avec brio qu'elle a relevé un défi assez impossible, si je peux me permettre, en créant cette histoire d'un petit garçon qui s'envole avec une bébite magique au-dessus de tous les continents du monde pour rencontrer des petites filles. Et le travail s'est couplé là, d'un travail de rédaction, notamment grâce à Denis qui vient de prendre la parole en représentation de la gente masculine, en rédigeant les fiches thématiques qu'on vous propose à l'avant tantôt de toute façon. Alors, c'est la petite histoire de la bande dessinée. Cette bande dessinée-là, en ce moment, il y a à peu près 800 exemplaires qui se promènent partout au Québec dans les classes, principalement 3e cycle primaire, 1er cycle secondaire, grâce aux organismes de coopération internationale membres de la COSI, qui sont situés dans 13 régions au Québec et qui ont des partenariats très, très forts dans les écoles, notamment, mais aussi dans d'autres groupes jeunesse. Donc, cette BD-là, en ce moment, elle suscite des analyses, des réflexions, des activités de toutes sortes pour que les enfants du Québec aient un premier contact avec ces enjeux-là, d'une manière tout à fait ludique, parce que nous, on est parti de ce que les petites filles nous ont raconté pour raconter quelque chose. Et puis, voilà, c'est comme si on faisait un lancement de BD en fin de soirée, ça me convient tout à fait. Donc, je vais laisser les derniers mots à la créatrice, à Mélanie, mais pendant qu'elle se lève et qu'elle vient me rejoindre, je vais faire le travail qui est nécessaire, puis je vous demande de m'écouter avec sérieux. Je suis une ancienne prof, je ne sais pas si ça paraît, parce que c'est important que je remercie plusieurs instances ce soir. Tout d'abord, la Semaine du développement international est financée par Affaires mondiales Canada. Ensuite, nous avons un hôte très généreux ce soir, c'est l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, qui nous accueille dans ses locaux. Donc, un grand merci à l'ENAP. Évidemment, le Fonds des Nations Unies, on est gâtés. On ne pensait pas avoir la visite de Mme Armitage en personne pour la SDI. Donc, un très, très grand merci. Même chose pour Mme Grégoire Gauthier. Quand on s'est dit qu'il faut coupler cette réflexion-là d'une réflexion plus locale, on a été gâtés par la publication de La Vie en décembre. Et puis, on est vraiment reconnaissant que vous ayez pu vous joindre à nous.
Merci beaucoup. Mélanie Baillarger, bien sûr, qui s'en vient là pour nous parler de son expérience de créatrice. Je voudrais remercier tous les membres de la COSI qui, en plein mois de décembre, ont écrit à leurs collègues terrain pour avoir des portraits de filles, qui nous les ont envoyés, des photos, etc. Même chose pour tous ceux qui, en ce moment, organisent des activités dans les écoles. Ils sont tous nommés dans les documents. Ce serait trop long de tous les nommer, mais merci aux membres de la COSI. VP Solutions, qui est une entreprise de web diffusion qui nous appuie pour une 4e fois à la COSI, nous permettant de pérenniser un peu l'événement en ayant une copie vidéo, mais en la rendant aussi disponible à l'extérieur de Montréal. On est très contents. Merci beaucoup à VP Solutions. Merci infiniment à Isabelle Marjorie Tremblay, qui était depuis quelques semaines peut-être la plus emballée par rapport à cette soirée, une grande générosité dans les préparatifs et la présence ce soir. Merci beaucoup, Isabelle. Et finalement, merci à tout le monde en ligne et toutes les personnes présentes d'avoir été là et d'avoir tellement bien participé à la période de questions. Merci beaucoup. Merci, Marie. Là, c'est une grande responsabilité. Je l'ai dit tantôt, les mots, c'est pas bon, je fais des dessins. Madame Brodeur, Denis, Madame Asselin, un grand merci, mesdames. C'est un honneur parce que moi, en novembre, je ne savais pas ce que c'était que les ODD, mais je savais que comme dessinatrice, je venais de lancer une bande dessinée, puis qui était à propos d'un auteur qui fait de l'autofiction, puis ça faisait longtemps que je voulais moi-même m'impliquer puis avoir peut-être une voix un peu plus posée sur un sujet qui me touche. Puis là, ça s'est arrivé. Ils m'ont fait une confiance énorme, aveugle. Je ne l'aurais pas fait moi-même. Je veux dire, ils connaissaient à peine mon travail. Puis ils me donnent 16 lettres de petites filles qui existent pour de vrai, qui ne sont pas fictives, puis manuscrites même, envoyées avec plein d'amour et d'application, les lettres toutes bien écrites, les petites photos d'elles dans leurs environnements. C'était hyper touchant. L'aspect humain, puis l'aspect politique aussi, c'est délicat. On ne peut pas tout dire. On peut le suggérer, probablement, en images ou en sous-texte. La précision des mots pour essayer d'être le plus juste possible, parce que j'imagine que ces petites filles-là, ils vont recevoir les BD dans leurs mains. Hein? Bon, s'ils ne le reçoivent pas, je vais l'envoyer personnellement. Oui. OK. Et donc, je voulais juste vous remercier pour l'opportunité, puis j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Puis si vous avez des questions, ça se peut que le fil soit décousu, même entre les pages et entre les cases. Il y avait tellement de choses à dire, puis mais ça fut un grand plaisir. Alors, je vous le donne. Merci. Une fois de plus, merci beaucoup, Mme Alana Armitage. Merci, Mme Annie-Grégoire Gauthier. Merci à la COSI pour cette belle conférence et merci à tout le monde de votre participation. Et j'espère que cette discussion fort stimulante va aller au-delà de cet espace et j'espère qu'on va poursuivre la discussion dans les sphères publiques, dans les sphères familiales avec nos enfants, nos grands-parents. Je pense qu'on est tous des agents multiplicateurs. Alors, bonne continuation et bonne fin de soirée. Merci. Merci. C'était super, vraiment.